Le 14 mars 2002, dans une petite maison de banlieue à Burlington, Vermont, un hurlement déchire le silence de la nuit. À l'intérieur, une femme s'effondre sur le sol de la cuisine, un couteau de cuisine planté dans la poitrine. Ses yeux, grands ouverts, fixent le visage de son agresseur avec un mélange de choc et de douleur. Ce n'est pas un inconnu, pas un intrus. C'est son fils adoptif, Daniel, 19 ans, celui qu'elle a élevé comme son propre enfant depuis qu'il était bébé. Ses mains tremblent, encore serrées autour du manche du couteau, tandis qu'il murmure des mots inaudibles, les larmes coulant sur ses joues. La scène est si intime, si déchirante, qu'elle semble presque irréelle, comme un tableau tragique peint dans l'ombre d'une vie apparemment ordinaire. Mais ce n'est pas l'acte lui-même qui vous glacera le sang. Ce qui rend cette histoire insupportable, c'est la raison derrière ce geste. Une raison si profonde, si tordue, qu'elle vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la famille, et la frontière fragile entre le bien et le mal. Pourquoi un jeune homme décrit par ses voisins comme calme et gentil en est-il venu à commettre un acte aussi impensable? Qu'est-ce qui peut pousser un fils à lever la main sur la femme qu'il a sauvée, nourrie, aimée? Et surtout, quel secret enfoui dans leur passé commun a transformé une relation d'amour en une tragédie irréparable? Dès les premières secondes, cette histoire vous entraîne dans un abîme où chaque détail semble à la fois familier et profondément dérangeant. Vous vous demanderez, comment une vie peut-elle basculer si vite? Comment un foyer chaleureux peut-il devenir le théâtre d'une horreur si personnelle? Et si ce genre de mal, ce genre de désespoir, pouvait se cacher dans n'importe quelle maison, derrière n'importe quelle porte close? Cette affaire ne parle pas seulement d'un crime. Elle parle de la fragilité de l'esprit humain, de la manière dont les blessures invisibles peuvent s'envenimer dans l'ombre, jusqu'à exploser en un instant de pure dévastation. Ce qui rend ce cas si unique, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un meurtre. C'est une plongée dans un labyrinthe de secrets, de promesses brisées, et d'une vérité si troublante qu'elle pourrait changer votre façon de voir ceux que vous aimez. Vous pensiez connaître la différence entre le bien et le mal? Cette histoire vous fera douter. Vous pensiez que la famille est un refuge? Préparez-vous à voir ce refuge s'effondrer. Et lorsque vous découvrirez pourquoi Daniel a fait ce qu'il a fait, vous ne pourrez plus jamais regarder en arrière. Alors, restez avec nous. Plongez dans cette histoire avec courage, car ce que vous allez découvrir est plus qu'un simple crime. C'est une exploration des coins les plus sombres de l'âme humaine. Et si vous ressentez cette tension, cette curiosité mêlée d'effroi, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Laissez un j'aime pour que d'autres puissent découvrir ce mystère et partager dans les commentaires. Je suis prêt à découvrir la vérité cachée. En faisant cela, vous rejoignez une communauté de chercheurs de vérité, ceux qui osent regarder là où la plupart détournent les yeux. Merci d'être ici, d'avoir choisi de plonger dans l'inexplicable avec nous. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais ta vision de l'esprit humain. Burlington, Vermont, printemps 2001. La petite maison à un étage sur Willow Street semble tout droit sortie d'un tableau idyllique de la vie américaine. La façade peinte en blanc éclatant, les parterres de fleurs bien entretenus, et le drapeau américain flottant doucement dans la brise donnent l'impression d'un foyer où règne l'ordre et la chaleur. Les voisins décrivent la famille Harper comme parfaite, presque trop parfaite. Ellen Harper, 48 ans, est une enseignante respectée à l'école élémentaire locale, connue pour sa patience infinie et son sourire qui met tout le monde à l'aise. Son fils adoptif, Daniel, est un jeune homme discret, souvent vu en train de tondre la pelouse ou de lire sur le porche, un livre de science-fiction entre les mains. À première vue, rien ne laisse présager que cette maison deviendra en une seule nuit le théâtre d'une tragédie qui hantera la communauté pendant des décennies. Mais sous cette surface lisse, des fissures invisibles commencent à se former. Daniel, à 19 ans, est à un tournant de sa vie. Il vient de terminer le lycée et travaille à temps partiel dans une librairie locale. Un emploi qu'il aime mais qui semble l'isoler encore plus. Ses collègues le décrivent comme un garçon poli, presque trop sérieux, avec une tendance à s'absorber dans ses pensées. Il pouvait passer des heures à ranger les livres sans dire un mot, raconte Sarah, une collègue. Mais parfois, il levait les yeux et on voyait quelque chose, comme s'il portait un poids qu'on ne pouvait pas voir. À la maison, Hélène remarque que son fils s'éloigne. Les dîners autrefois animés, où ils discutaient de tout, des films de Spielberg au rêve de Daniel de devenir écrivain, deviennent de plus en plus silencieux. Elle met cela sur le compte de l'adolescence, de la transition vers l'âge adulte,
Mais une petite voix en elle commence à s'inquiéter. Ce que personne ne sait, c'est que Daniel lutte avec quelque chose de bien plus profond. Depuis des mois, il est tenté par des souvenirs fragmentés, des images floues qui surgissent dans ses rêves comme des éclats de verre. Une voix d'enfant qui pleure, une porte qui claque, une odeur de moisi qu'il ne peut pas situer. Il n'en parle à personne, pas même à Hélène, qu'il appelle maman, depuis qu'il a 3 ans. Ses souvenirs, ou ce qu'il croit être des souvenirs, le rongent. Il commence à tenir un journal, un carnet noir qu'il cache sous son matelas, où il note ses flashs, ces sensations étranges qui le réveillent en sueur au milieu de la nuit. « Pourquoi est-ce que je me sens comme un étranger dans ma propre vie ?» écrit-il un soir. Comme si tout ce que je sais était un mensonge. Hélène, de son côté, semble déterminée à maintenir l'image d'une famille unie. Elle organise des barbecues pour les voisins, s'assure que Daniel porte des vêtements impeccables et continue d'afficher ce sourire qui rassure tout le monde. Mais certains commencent à remarquer des détails troublants. Lors d'un dîner communautaire, un voisin, M. Peterson, voit Hélène saisir le bras de Daniel un peu trop fort quand il tente de quitter la table. « C'était juste un instant », dira-t-il plus tard. Mais il y avait quelque chose dans son regard, comme si elle avait peur qu'il s'échappe. D'autres notent que Daniel semble éviter de croiser les yeux de sa mère, fixant son assiette ou un point invisible au loin. Ces moments passent inaperçus pour la plupart, noyés dans la routine d'une petite ville où tout semble toujours en ordre. Pourtant, dans l'intimité de la maison, les tensions s'accumulent. Daniel commence à poser des questions à Hélène, des questions qu'il n'a jamais osé poser auparavant. D'où vient-il vraiment? Pourquoi n'a-t-il aucun souvenir de ses premières années? Hélène répond avec des phrases vagues, des sourires tendus, et change rapidement de sujet. « Tu es mon fils, c'est tout ce qui compte », dit-elle un soir, sa voix tremblante légèrement. Mais Daniel n'est pas convaincu. Il commence à fouiller, discrètement d'abord, dans les vieux albums photos, les tiroirs de sa mère, cherchant des indices sur son passé. Il trouve des lettres, des documents officiels, mais rien de concret. Juste assez pour alimenter son malaise grandissant, cette sensation que quelque chose d'essentiel lui a été caché toute sa vie. Un soir, alors qu'Hélène est à une réunion de parents d'élèves, Daniel s'aventure dans le grenier, un endroit où il n'a jamais eu le droit d'aller. Là, sous une pile de cartons poussiéreux, il découvre une boîte métallique verrouillée. Le cadenas est rouillé, mais il parvient à le forcer avec un tournevis. À l'intérieur, il trouve des coupures de journaux, des certificats et une photo jaunie d'une femme qu'il ne reconnaît pas, tenant un bébé dans ses bras. Sur le dos de la photo, une inscription à l'encre noire. « À mon petit Daniel, pour toujours ». Ce n'est pas l'écriture d'Hélène. Son cœur bat à tout rompre. Qui est cette femme? Et pourquoi Hélène ne lui en a-t-elle jamais parlé? Ce moment marque un point de non-retour. Daniel ne le sait pas encore, mais il vient d'ouvrir une porte sur un passé qu'Hélène a tout fait pour enterrer. Chaque nuit, ses rêves deviennent plus sombres, plus précis. Il entend des cris, voit des ombres dans une maison qu'il ne connaît pas. Et à chaque fois, il se réveille avec la même question. Qui est-il vraiment? Cette quête de vérité, innocente au départ, commence à se transformer en une obsession. Il observe Hélène différemment maintenant, scrutant ses gestes, ses mots, à la recherche de mensonges. Et Hélène, bien qu'elle ne dise rien, semble le sentir. Elle verrouille les portes plus souvent, range ses affaires avec une précision presque maniaque, comme si elle craignait que quelque chose ne soit découvert. La maison de Willow Street, autrefois un havre de paix, commence à ressembler à une cocotte minute. Chaque regard, chaque silence entre Daniel et Hélène est chargé d'une tension invisible. Les voisins continuent de sourire, les oiseaux continuent de chanter, mais à l'intérieur de ces murs, une tempête se prépare. Et quand elle éclatera, elle ne laissera rien intact. L'automne 2001 enveloppe Burlington d'une brume légère, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans la maison de Willow Street, l'atmosphère est devenue irrespirable. Daniel, désormais obsédé par la boîte métallique découverte dans le grenier, passe ses nuits à déchiffrer les fragments de vérité qu'il a trouvés. Les coupures de journaux parlent d'un accident de voiture survenu en 1983 dans une petite ville de l'Ohio. Une femme, prénommée Clara, est morte sur le coup, laissant derrière elle un bébé de 6 mois. Aucun nom de famille n'est mentionné, mais l'âge du bébé correspond étrangement à celui de Daniel à l'époque. La photo de la femme tenant un nourrisson, celle avec l'inscription manuscrite, hante ses pensées. Était-ce sa mère biologique? Et si oui, pourquoi Hélène ne lui a-t-elle jamais rien dit? Chaque question en entraîne une autre.
et Daniel sent qu'il s'enfonce dans un puzzle dont les pièces refusent de s'assembler. Il commence à agir différemment. Ses collègues à la librairie remarquent qu'il est plus distrait, oubliant des tâches simples ou fixant le vide pendant de longues minutes. C'était comme s'il était ailleurs, dira Sarah plus tard. Il posait des questions bizarres, comme s'il cherchait à confirmer quelque chose, mais il ne disait jamais quoi. Daniel, en effet, commence à interroger discrètement ceux qui pourraient en savoir plus. Il approche M. Peterson, le voisin, sous prétexte de discuter jardinage, mais glisse des questions sur Hélène et son passé. Est-ce qu'elle parlait souvent de moi quand j'étais petit? Est-ce qu'elle mentionnait d'où je venais? M. Peterson, un homme jovial mais peu observateur, hausse les épaules. Hélène était toujours discrète sur sa vie avant Burlington. Elle disait juste qu'elle t'avait adopté et qu'elle t'aimait comme son propre fils. Ces réponses, loin de rassurer Daniel, ne font qu'alimenter son malaise. À la maison, les interactions entre Daniel et Hélène deviennent un jeu d'équilibre précaire. Hélène, sentant le changement dans l'attitude de son fils, redouble d'efforts pour maintenir une façade de normalité. Elle cuisine ses plats préférés, lui propose de regarder de vieux films ensemble, mais ses gestes semblent calculés, presque mécaniques. Daniel, lui, observe chaque détail. Il note la manière dont elle évite certaines questions, la tension dans sa voix quand il mentionne son adoption. Un soir, alors qu'ils dînent en silence, Daniel lâche, presque sans réfléchir. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de l'Ohio ?» Le visage d'Hélène se fige, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. « L'Ohio ?» répète-t-elle, sa voix étrangement aiguë. « Qu'est-ce que tu racontes, Daniel ?» Elle rit, mais le son est forcé, comme si elle essayait de masquer une panique grandissante. Elle change rapidement de sujet, mais Daniel ne peut s'empêcher de voir la peur dans ses yeux. Cette peur, bien qu'éphémère, devient une obsession pour Daniel. Il commence à surveiller Hélène plus ouvertement. Il remarque qu'elle verrouille son bureau à clé, un comportement nouveau. Il l'entend murmurer au téléphone tard le soir, des conversations qu'elle interrompt dès qu'il entre dans la pièce. Une nuit, alors qu'Hélène pense qu'il dort, il l'entend sangloter doucement dans sa chambre. Il se tient devant sa porte, hésitant à frapper, mais quelque chose le retient. La douleur qu'il entend dans ses pleurs est réelle, mais elle est mêlée d'une émotion qu'il ne peut pas identifier, de la culpabilité peut-être, de la peur. Il retourne dans sa chambre, le cœur lourd, et griffonne dans son journal. Elle sait quelque chose. Elle me cache quelque chose. Mais quoi? Et pourquoi? Daniel décide alors de pousser ses recherches plus loin. Il commence à fréquenter la bibliothèque municipale, cherchant des archives numériques sur les accidents de voiture dans l'Ohio en 1983. Il trouve peu de choses, mais un article mentionne une certaine Clara Evans, une jeune mère célibataire tuée dans un accident tragique. Aucun survivant n'est mentionné, sauf un vague rapport sur un enfant retrouvé sur le siège arrière, miraculeusement indemne. Daniel sent son pouce accélérer. Il imprime l'article et le glisse dans son journal, avec la photo de la femme mystérieuse. Il commence à assembler une théorie, aussi fragile soit-elle. Clara était sa mère biologique, et Hélène, pour une raison inconnue, a effacé toute trace de ce passé. Mais un détail le trouble encore plus. Parmi les documents de la boîte métallique, il a trouvé un certificat d'adoption daté de 1984, signé par Hélène Harper. Rien d'anormal à première vue, sauf un nom griffonné dans un coin, presque illisible. Margaret. Qui est Margaret? Une amie d'Hélène? Une avocate impliquée dans l'adoption? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un lié à Clara? Daniel n'a aucune réponse, mais ce nom devient une nouvelle fixation. Il commence à le chercher partout, dans les annuaires, les vieux registres de la ville, même dans les conversations qu'il surprend. Chaque indice semble l'éloigner un peu plus de la vie qu'il croyait connaître. Pendant ce temps, Hélène semble s'enfoncer dans son propre désarroi. Elle perd du poids, ses yeux sont cernés, et ses collègues à l'école remarquent qu'elle est moins concentrée. Une amie enseignante, Linda, lui demande un jour si tout va bien. Hélène sourit, comme toujours, mais sa réponse est vague. « Oh, tu sais, juste la fatigue. » Daniel grandit, c'est tout. Mais Linda n'est pas convaincue. Elle remarque qu'Hélène vérifie son téléphone constamment comme si elle attendait un appel important. Une fois, alors qu'elles prennent un café, Hélène laisse échapper une phrase étrange. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Quand Linda lui demande de préciser, Hélène secoue la tête et change de sujet. À Willow Street, la maison devient un champ de mines émotionnel. Daniel et Hélène continuent de vivre sous le même toit,
Mais ils sont comme deux étrangers partageant un secret qu'aucun n'ose nommer. Daniel passe ses journées à chercher des réponses, tandis qu'Hélène semble faire tout son possible pour protéger un passé qu'elle refuse de révéler. Chaque mot, chaque silence, chaque regard échangé est chargé d'une tension qui menace d'exploser. Et dans l'ombre, les fragments du passé de Daniel, Clara, l'accident, Margaret, commencent à former une image, une vérité si troublante qu'elle pourrait tout détruire. Pour Daniel, chaque découverte est un pas de plus vers une confrontation inévitable. Il ne sait pas encore ce qu'il trouvera, ni ce qu'il fera une fois la vérité dévoilée. Mais une chose est sûre, il ne peut plus reculer. La maison de Willow Street, autrefois un refuge, est devenue une prison, et la clé de sa liberté réside dans un passé qu'Hélène a juré de garder enfoui. L'hiver 2001 s'installe à Burlington, recouvrant Willow Street d'une fine couche de neige. La maison des Harper, autrefois si accueillante, semble se refermer sur elle-même, ses fenêtres opaques reflétant la lumière froide comme un miroir brisé. À l'intérieur, Daniel est consumé par sa quête de vérité. Les fragments qu'il a rassemblés, la photo de Clara, les coupures de journaux sur l'accident de 1983, le mystérieux nom Margaret, tournent en boucle dans son esprit. Il sent qu'il est à deux doigts de comprendre, mais chaque réponse soulève de nouvelles questions, plus sombres encore. La tension entre lui et Hélène est palpable, un fil tendu à l'extrême, prêt à se rompre à tout moment. Et pourtant, aucun des deux ne semble prêt à briser le silence qui les sépare. Daniel intensifie ses recherches, passant des heures à la bibliothèque municipale, fouillant dans des microfilms poussiéreux et des bases de données maladroites des années 2000. Il trouve un autre article sur l'accident de voiture dans l'Ohio, un entrefilet oublié dans un journal local. Cette fois, il y a un détail supplémentaire. Clara Evans, la victime, était en conflit avec sa famille, qui désapprouvait son mode de vie. L'article mentionne une sœur, Margaret Evans, qui aurait tenté de récupérer la garde du bébé après l'accident. Mais le dossier s'arrête là, comme si quelqu'un avait délibérément effacé la suite. Daniel sent son estomac se nouer. Margaret, le nom qu'il a trouvé sur le certificat d'adoption, était-elle vraiment la sœur de Clara? Et si oui, quel rôle a-t-elle joué dans son adoption par Hélène? De retour à la maison, Daniel devient de plus en plus audacieux, sinon imprudent. Il commence à poser des questions directes à Hélène, abandonnant toute subtilité. Un soir, alors qu'il range la vaisselle après le dîner, il lâche « Qui est Margaret Evans ?» Le plat qu'Hélène tient lui échappe des mains et se brise sur le carrelage. Le silence qui suit est assourdissant. Elle s'agenouille pour ramasser les morceaux, évitant son regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles », murmure-t-elle, mais sa voix tremble, et ses mains s'agitent nerveusement. Daniel insiste. « J'ai trouvé des choses, maman. Des choses sur l'Ohio, sur une femme nommée Clara. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Hélène se redresse, le visage pâle, et pour la première fois, Daniel voit une lueur de panique pure dans ses yeux. « Arrête, Daniel !» dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Laisse-le passer là où il est. » Mais Daniel ne peut pas s'arrêter. Pas maintenant. Cette nuit-là, incapable de dormir, Daniel retourne au grenier. Il fouille à nouveau la boîte métallique, espérant trouver un indice qui l'aurait manqué. Sous une pile de vieux papiers, il découvre une lettre froissée, écrite à la main, datée de 1984. L'écriture est différente de celle d'Hélène, plus brouillonne, presque désespérée. Elle commence par « Hélène, je t'en supplie, ne dis jamais la vérité à Daniel. » Le reste est déchirant. La lettre signée par Margaret raconte une histoire fragmentée. Clara, sa sœur, était instable, mêlée à des fréquentations dangereuses. Après sa mort, Margaret a tenté de prendre soin du bébé, Daniel, mais elle n'avait ni les moyens ni la stabilité nécessaire. Elle affirme avoir confié Daniel à Hélène, une amie de longue date, à condition qu'il ne sache jamais rien de son passé. Il mérite une vie meilleure, écrit-elle. Ne lui dis jamais d'où il vient. Ça le détruirait. Daniel lit et relit la lettre, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot est comme un coup de poignard. Clara était bien sa mère biologique, et Margaret, sa tante, a choisi de l'effacer de sa vie. Mais pourquoi? Qu'y avait-il de si terrible dans le passé de Clara pour qu'Hélène et Margaret conspirent pour le cacher? Et pourquoi Hélène, qui l'a élevée avec tant d'amour, a-t-elle accepté de porter ce mensonge pendant près de 20 ans? La lettre ne donne pas toutes les réponses, mais elle ouvre une porte sur un abîme encore plus sombre. Daniel commence à se demander si le secret qu'Hélène protège est plus qu'une simple histoire de famille dysfonctionnelle.
Y a-t-il quelque chose de plus sinistre, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi Clara est morte, pourquoi Margaret a disparu, et pourquoi Hélène semble si terrifiée? Les jours suivants, Daniel devient presque méconnaissable. Il est irritable, distant, et ses yeux sont marqués par des nuits sans sommeil. À la librairie, il oublie des commandes, perd des clients, et finit par être réprimandé par son patron. Mais il s'en moque. Tout ce qui compte, c'est la vérité. Il commence à suivre Hélène, notant ses allées et venues, espérant la surprendre en train de faire quelque chose qui confirmerait ses soupçons. Il la voit rendre visite à une vieille maison à l'autre bout de la ville, un endroit délabré qu'elle n'a jamais mentionné. Il l'entend parler à quelqu'un au téléphone, utilisant des phrases cryptiques comme « il ne doit pas savoir » et « c'est trop tard pour revenir en arrière ». Chaque détail renforce sa conviction qu'Hélène cache quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait tout changer. Hélène, de son côté, semble au bord de l'effondrement. Elle oublie des réunions à l'école, perd ses clés et commence à faire des erreurs dans ses cours. Ses collègues s'inquiètent, mais elle repousse leurs questions avec un sourire forcé. Une nuit, alors que Daniel est dans sa chambre, elle entre sans frapper, une chose qu'elle ne fait jamais. Elle s'assied sur le bord de son lit, les mains serrées sur ses genoux. « Daniel, » dit-elle doucement, « je t'aime plus que tout au monde. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Sa voix est implorante, presque désespérée. Daniel hoche la tête, mais il ne peut pas la regarder dans les yeux. Il sent qu'elle veut lui dire quelque chose, mais elle se ravise, se lève et quitte la pièce sans un mot de plus. Ce moment, chargé d'une tendresse brisée, ne fait qu'accroître la méfiance de Daniel. Il se demande si cet amour, qu'il a toujours cru inconditionnel, n'est pas construit sur un mensonge. À mesure que l'hiver s'intensifie, la maison de Willow Street devient un champ de bataille silencieux. Daniel est déterminé à découvrir toute la vérité, même si cela signifie détruire le lien qu'il a avec Hélène. Il commence à chercher Margaret Evans, traquant des pistes dans des annuaires, des registres publics, même des forums en ligne naissants. Il trouve une adresse à Cleveland, dans l'Ohio, associée au nom de Margaret. Sans réfléchir, il décide qu'il ira là-bas, qu'il confrontera cette femme, qu'il exigera des réponses. Mais avant de partir, il sait qu'il doit affronter Hélène une dernière fois. Il sent que la vérité, quelle qu'elle soit, est sur le point d'éclater et que rien ne sera plus jamais comme avant. Février 2002. L'hiver à Burlington est impitoyable, et la maison de Willow Street semble s'enfoncer dans une obscurité qui n'a rien à voir avec les jours raccourcis. La neige s'accumule sur le toit, étouffant les sons extérieurs, comme si la maison elle-même conspirait pour garder ses secrets. Daniel, désormais consumé par sa quête, a décidé qu'il ne peut plus attendre. La lettre de Margaret, les articles sur Clara, les silences d'Hélène, tout converge vers un point de rupture. Il sait qu'il doit confronter sa mère adoptive, exiger la vérité, même si cela signifie briser le fragile équilibre qui maintient encore leur foyer. La maison, autrefois un refuge, est devenue une cage, et Daniel est prêt à en forcer la porte. Il choisit un soir où la tempête fait rage dehors, le vent hurlant contre les fenêtres. Hélène est dans le salon tricotant mécaniquement, un passe-temps qu'elle a repris récemment, comme pour occuper ses mains tremblantes. Daniel entre, son journal à la main, la lettre de Margaret glissée entre les pages. Il s'assied en face d'elle, le regard fixe. « Maman », commence-t-il, sa voix basse mais ferme. « On doit parler. » Hélène lève les yeux, surprise par son ton. Elle pose son tricot, ses doigts s'entrelacent nerveusement. « De quoi, Daniel ?» demande-t-elle, mais il y a une tension dans sa voix, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. Daniel ne tourne pas autour du pot. Il sort la lettre et la pose sur la table basse, l'écriture brouillonne de Margaret bien visible. « C'est quoi ça ?» demande-t-il, son ton plus accusateur qu'il ne l'aurait voulu. Hélène fixe la lettre, et pendant un instant elle semble incapable de respirer. Ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun son n'en sort. « Où as-tu trouvé ça ?» murmure-t-elle enfin, sa voix à peine audible. « Dans le grenier », répond Daniel, avec les articles sur Clara Evans. Ma vraie mère, n'est-ce pas? Le mot « vrai » résonne dans la pièce comme une gifle. Hélène tressaille, et pour la première fois, Daniel voit une fissure dans son armure, une douleur brute mêlée de peur. « Tu ne comprends pas, Daniel », commence Hélène, mais il la coupe. « Alors explique-moi, pourquoi tu m'as menti toute ma vie? Qui est Clara? Qui est Margaret? Et qu'est-ce que tu me caches ?» Sa voix monte, brisant le silence oppressant. Hélène secoue la tête, les larmes commençant à couler. « Je voulais te protéger », dit-elle, sa voix tremblante.
Tu étais si petit, si fragile. Je ne pouvais pas te laisser grandir avec ce fardeau. Daniel sent la colère monter en lui, mêlée de confusion. Quel fardeau? Dis-le-moi. Hélène hésite, ses mains serrant le bord du canapé comme pour s'ancrer. Puis, dans un souffle, elle lâche. Clara était ta mère biologique. Elle est morte dans un accident quand tu avais 6 mois. Margaret, sa sœur, ne pouvait pas s'occuper de toi. Elle m'a demandé de te prendre, de t'élever comme mon propre fils. Et je l'ai fait, Daniel. Je t'ai aimé comme si tu étais à moi. Ces mots sont sincères, mais Daniel sent qu'elle omet quelque chose. Et l'accident? Demande-t-il. Pourquoi Margaret disait que la vérité me détruirait? Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Hélène baisse les yeux. Ses épaules s'affaissent. Elle semble sur le point de parler, mais quelque chose la retient. Il n'y a rien d'autre, murmure-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Daniel sent une rage froide monter en lui. Tu mens, dit-il, se levant d'un bond. Je vais trouver Margaret. Je vais aller à Cleveland et découvrir la vérité moi-même. Hélène se redresse, paniquée. Non, Daniel, tu ne peux pas. Tu ne comprends pas ce que tu risques de trouver. Sa voix est désespérée, mais Daniel est déjà trop loin pour l'écouter. Il quitte la pièce, claquant la porte derrière lui, laissant Hélène seule, effondrée sur le canapé. Les jours qui suivent sont un brouillard de tension. Daniel prépare son voyage à Cleveland, économisant chaque centime de son salaire à la librairie. Il trouve une adresse potentielle pour Margaret Evans, dans un vieil annuaire en ligne, une maison dans un quartier ouvrier de la ville. Il n'a aucune idée de ce qu'il dira s'il la trouve, mais il sait qu'il doit y aller. Pendant ce temps, Hélène devient une ombre d'elle-même. Elle annule ses cours à l'école, prétextant une grippe, et passe ses journées à errer dans la maison, vérifiant les serrures, regardant par la fenêtre comme si elle s'attendait à voir quelqu'un arriver. Une nuit, Daniel la surprend en train de brûler des papiers dans la cheminée. Il n'a pas le temps de voir ce que c'est, mais l'odeur de cendre reste dans l'air, lourde de sous-entendus. Daniel commence à avoir des cauchemars plus intenses. Dans l'un d'eux, il est un enfant, courant dans une maison sombre, poursuivi par une silhouette indistincte. Il entend la voix de Clara, douce mais brisée, lui disant de se cacher. Il se réveille en sueur, le cœur battant, avec une certitude nouvelle. L'accident qui a tué Clara n'était peut-être pas un accident. Cette pensée le terrifie, mais elle renforce sa détermination. Il doit savoir, il doit comprendre pourquoi Hélène est si terrifiée, pourquoi Margaret a disparu, et ce que signifie vraiment ce fardeau qu'on lui a caché toute sa vie. Le 10 mars 2002, Daniel achète un billet de bus pour Cleveland. Il ne dit rien à Hélène, mais elle semble le deviner. La veille de son départ, elle le prend à part, ses yeux rougis par les larmes. « Si tu fais ça, Daniel, tu ne pourras pas revenir en arrière », dit-elle, sa voix à peine un murmure. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Daniel la regarde, partagé entre l'amour qu'il ressent encore pour elle et la colère qui le consume. « Je mérite de savoir », répond-il simplement. Il part le lendemain à l'aube, laissant Hélène seule dans la maison silencieuse. À ce moment, ni Daniel ni Hélène ne savaient que ce voyage scellera leur destin. Daniel croit qu'il trouvera des réponses à Cleveland, mais ce qu'il découvrira ira bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Et Hélène, restée à Burlington, commence à se préparer à une tempête qu'elle a toujours su inévitable. La vérité, qu'elle a gardée enfouie pendant près de 20 ans, est sur le point de remonter à la surface, et elle sait qu'elle ne pourra pas la retenir beaucoup plus longtemps. Le 11 mars 2002, le bus Greyhound traverse les routes enneigées de l'Ohio, ses pneus crissant sur l'asphalte gelé. Daniel est assis près d'une fenêtre, son sac à dos serré contre lui, le carnet noir contenant la lettre de Margaret et les coupures de journaux glissées à l'intérieur. Le paysage défile, flou et monotone, mais son esprit est en ébullition. Chaque kilomètre qui le rapproche de Cleveland intensifie son mélange d'espoir et d'appréhension. Il imagine Margaret Evans, la tante qu'il n'a jamais connue, comme une femme usée par la vie, peut-être brisée par les mêmes secrets qu'Hélène semble si désespérée de protéger. Mais il ne peut s'empêcher de se demander, et si Margaret n'était pas là, et si elle refusait de lui parler? Ou pire, si ce qu'il découvrait était trop pour lui. Cleveland apparaît sous un ciel gris, ses rues industrielles bordées de bâtiments délabrés et de cheminées crachant une fumée pâle. Daniel suit l'adresse qu'il a trouvée dans un annuaire en ligne. Un immeuble décrépit dans un quartier ouvrier. La porte d'entrée est entr'ouverte, grinçante, et l'odeur de moisi dans l'escalier lui rappelle étrangement ses cauchemars. Il frappe à la porte de l'appartement 3B, celle associée au nom de Margaret Evans. Pas de réponse. Il frappe à nouveau,
plus fort, son cœur battant à tout rompre. Enfin, la porte s'ouvre, révélant une femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et les yeux cernés. Elle le dévisage méfiante. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-elle d'une voix rauque. Daniel hésite, sa gorge sèche. « Êtes-vous Margaret Evans ?» La femme se fige, son regard passant de la suspicion à quelque chose de plus complexe, de la peur peut-être, ou de la reconnaissance. « Qui êtes-vous » rétorque-t-elle, mais sa voix tremble légèrement. Daniel sort la photo de Clara tenant un bébé, celle trouvée dans la boîte métallique. « Je m'appelle Daniel Harper. Je crois que vous connaissiez ma mère, Clara. » Le silence qui suit est si lourd qu'il semble étouffer l'air. Margaret recule d'un pas, comme si la photo était une arme. Puis, après ce qui semble une éternité, elle murmure « Entre ». L'appartement est exigu, encombré de meubles usés et de piles de vieux magazines. Margaret s'assied sur un canapé défoncé, évitant toujours le regard de Daniel. Elle écoute tandis qu'il explique ce qu'il sait. L'accident, la lettre, les mensonges d'Hélène. Quand il termine, Margaret reste silencieuse, triturant un mouchoir entre ses doigts. Enfin, elle parle, sa voix basse est chargée d'une douleur ancienne. « Clara était ma petite sœur », commence-t-elle. Elle était compliquée, pleine de vie, mais toujours attirée par les mauvaises personnes. Quand elle est morte, je voulais te garder, Daniel, mais je n'avais rien. Pas d'argent, pas de stabilité. Hélène était la seule personne en qui j'avais confiance. Daniel sent son cœur se serrer. Alors pourquoi m'avoir caché la vérité? Pourquoi Hélène ne m'a-t-elle jamais parlé de vous ou de Clara? Margaret baisse les yeux, ses mains tremblantes. Parce que la vérité est moche, dit-elle enfin. Clara n'est pas morte dans un simple accident, elle. Margaret s'interrompt, comme si les mots étaient trop lourds à porter. Elle a été tuée. Pas par une voiture qui a dérapé, mais par quelqu'un. Quelqu'un qui n'a jamais été arrêté. Daniel sent un frisson le parcourir. Tuée? Par qui? Demande-t-il. Sa voix à peine un murmure. Margaret secoue la tête. Je ne sais pas. La police a dit que c'était un accident, mais je n'y ai jamais cru. Clara avait des ennemis, des gens dangereux. Elle s'était mêlée à une foule, pas fréquentable. Les mots de Margaret s'enfoncent comme des aiguilles. Daniel veut en savoir plus, mais elle semble réticente à continuer. Elle lui raconte des bribes. Clara était impliquée dans un réseau de petits criminels, des dettes, des disputes. Elle avait peur, dans les mois précédant sa mort, et parlait souvent de quitter la ville avec son bébé. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Margaret insiste sur un point. Elle et Hélène ont décidé de cacher cette histoire à Daniel pour le protéger. « On voulait que tu aies une vie normale, dit-elle, les larmes aux yeux. Pas que tu grandisses avec l'ombre de tout ça. » Mais Daniel n'est pas satisfait. Il sent qu'il y a plus, quelque chose que Margaret ne dit pas. Il insiste, demandant pourquoi Hélène semblait si terrifiée quand il a mentionné Clara ou l'Ohio. Margaret hésite, puis lâche un détail qui change tout. Hélène était là, cette nuit-là. Pas dans la voiture, mais elle savait des choses sur Clara, des choses qu'elle n'a jamais voulu me dire. Daniel sent son monde vaciller. Hélène, impliquée d'une manière ou d'une autre dans la mort de Clara, était-ce possible? Il presse Margaret pour plus de détails, mais elle se ferme, disant qu'elle en a déjà trop dit. « Rentre chez toi, Daniel », murmure-t-elle. Certaines vérités ne valent pas la peine d'être découvertes. Daniel quitte l'appartement, la tête pleine de questions. Le trajet de retour à Burlington est un brouillard. Il rejoue la conversation dans son esprit, chaque mot de Margaret amplifiant ses doutes. Si Clara a été assassinée, qui était responsable? Et quel était le rôle d'Hélène dans tout ça? Était-elle simplement une amie loyale qui avait pris Daniel pour lui offrir une vie meilleure? Ou cachait-elle quelque chose de bien plus sombre? Les cauchemars de Daniel reviennent avec une intensité nouvelle. Mais cette fois, ils ne sont plus flous. Il voit Clara courant dans une ruelle sombre poursuivie par une ombre. Et parfois, dans ses rêves, il croit reconnaître le visage d'Hélène. De retour à Willow Street, Daniel trouve la maison étrangement silencieuse. Hélène est absente, partie à une prétendue réunion scolaire, mais il remarque que son bureau est verrouillé à double tour. Il force la serrure, poussé par une impulsion qu'il ne peut réprimer. À l'intérieur, il trouve un carnet semblable au sien mais rempli de l'écriture d'Hélène. Les pages sont remplies de confessions décousues, de regrets et d'une phrase qui revient sans cesse. « Je ne voulais pas qu'il arrive malheur à Clara. » Daniel referme le carnet, le souffle coupé. Il ne sait pas encore ce que cela signifie, mais une certitude s'installe. La vérité qu'il cherche est plus proche qu'il ne le pensait, et elle pourrait détruire tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère adoptive. Le 13 mars 2002,
La maison de Willow Street est plongée dans une obscurité pesante, comme si l'hiver refusait de céder la place au printemps. Daniel est rentré de Cleveland la veille, le cœur lourd et l'esprit en proie à un tumulte de questions. Les révélations de Margaret, la mort suspecte de Clara, l'implication vague d'Hélène, le réseau criminel, ont transformé sa perception de tout ce qu'il croyait savoir. Mais c'est le carnet d'Hélène, découvert dans son bureau verrouillé, qui devient le centre de son obsession. Les pages, remplies de son écriture soignée mais tremblante, semblent détenir la clé de la vérité qu'il traque depuis des mois. Pourtant, chaque ligne qu'il lit le rapproche d'un gouffre dont il ne peut mesurer la profondeur. Daniel s'enferme dans sa chambre, le carnet posé sur son bureau comme une bombe à retardement. Il hésite avant de l'ouvrir à nouveau, conscient que ce qu'il y trouvera pourrait changer à jamais sa relation avec Hélène. Les premières pages sont banales, des listes de courses, des rappels pour des réunions scolaires, des notes sur des projets de classe. Mais à mesure qu'il tourne les pages, les mots deviennent plus personnels, plus sombres. Hélène y consigne ses pensées, ses peurs, ses regrets. Une entrée datée de 1995 quand Daniel avait 12 ans attire son attention. Il commence à poser des questions, pas directement, mais je vois la curiosité dans ses yeux. Je ne sais pas combien de temps je pourrais garder le silence. Daniel sent son pouce accélérer. Hélène savait déjà à l'époque qu'il finirait par chercher la vérité. Une autre entrée plus récente, datée de l'automne 2001, est encore plus troublante. Je ne dors plus. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois Clara, son visage terrifié. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû l'arrêter. Daniel s'arrête, le souffle court. L'arrêter? Qui? Et pourquoi Hélène se sent-elle coupable? Les pages suivantes sont un chaos d'émotions brutes. Hélène écrit sur sa peur que Daniel découvre la vérité, sur ses cauchemars où elle revoit une nuit pluvieuse, une ruelle sombre, et un cri qu'elle n'a jamais pu oublier. « Je ne voulais pas qu'il arrive malheur à Clara », répète-t-elle, comme un mantra, comme si écrire ces mots pouvait absoudre une faute qu'elle ne nomme jamais explicitement. Daniel lit jusqu'au petit matin, ses yeux brûlants de fatigue. Une entrée en particulier le glace. « Si Daniel apprend ce que j'ai fait, il ne me pardonnera jamais. Mais je l'ai fait pour lui. Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. » Ces mots tournent en boucle dans son esprit. Qu'a fait Hélène? Était-elle impliquée dans la mort de Clara? Était-elle plus qu'une simple amie qui a adopté un orphelin? Daniel sent une colère sourde monter en lui, mêlée d'une douleur qu'il ne peut nommer. Hélène, la femme qu'il a appelée maman pendant 19 ans, celle qu'il abordait le soir, qui a applaudi à ses spectacles scolaires, qui lui a appris à faire du vélo, cette femme pourrait-elle être liée à un crime? L'idée est insupportable, mais les indices s'accumulent, et Daniel ne peut plus les ignorer. Il décide de confronter Hélène à nouveau, mais cette fois, il veut des réponses claires. Il attend qu'elle rentre de l'école, le carnet à la main, prêt à exiger la vérité. Quand Hélène franchit la porte, elle semble épuisée, ses épaules voûtées, ses yeux rougis. Elle remarque immédiatement le carnet dans les mains de Daniel, et son visage se décompose. « Où as-tu trouvé ça ?» demande-t-elle. Sa voix à peine un murmure. « Dans ton bureau », répond Daniel, son ton glacial. « Tu m'as menti, maman, toute ma vie. Tu savais ce qui est arrivé à Clara et tu ne m'as rien dit. Pourquoi ?» Hélène s'effondre sur une chaise, ses mains couvrant son visage. « Je voulais te protéger », murmure-t-elle, mais Daniel n'est plus disposé à accepter des demi-vérités. « Me protéger de quoi? De la vérité sur ma mère? Ou de ce que tu as fait ?» Hélène secoue la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-elle, sa voix brisée. « Clara était mon amie. Je l'aimais. Mais elle était dans une situation impossible. Elle fréquentait des gens dangereux, des gens qui voulaient lui faire du mal. J'ai essayé de l'aider, Daniel. J'ai essayé de la sortir de là. » Daniel sent son cœur se serrer. « Alors pourquoi elle est morte? Et pourquoi tu as peur que je découvre la vérité ?» Hélène lève les yeux et pour la première fois, Daniel y voit une lueur de désespoir absolu. « Parce que j'étais là, » avoue-t-elle. « La nuit où Clara est morte. J'étais là, et je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. » Ces mots frappent Daniel comme un coup de poing. Hélène présente la nuit de la mort de Clara. Il veut en savoir plus, mais Hélène refuse d'aller plus loin. Elle se lève, chancelante, et murmure. « Je t'en supplie, Daniel, arrête. Tu ne comprends pas ce que tu déterres. » Mais Daniel est trop loin pour reculer. Il quitte la pièce, le carnet toujours serré contre lui, déterminé à comprendre ce qu'Hélène refuse de dire. Il passe la nuit à relire les pages, cherchant un indice, une piste, n'importe quoi qui pourrait expliquer ce qu'Hélène a vu, ce qu'elle a fait,
ou ce qu'elle n'a pas fait. Dans les heures qui suivent, Daniel commence à assembler les pièces du puzzle. Les cauchemars, les fragments de souvenirs, les mots de Margaret, les confessions d'Hélène, tout semble pointer vers une vérité qu'il n'est pas sûr de vouloir affronter. Il commence à se demander si Clara a été tuée par quelqu'un qu'Hélène connaissait, peut-être quelqu'un qu'elle protégeait, ou pire, si Hélène elle-même a joué un rôle dans cette tragédie. Cette pensée est insupportable, mais elle s'enracine dans son esprit, alimentée par les silences d'Hélène et les ombres de son propre passé. Pendant ce temps, Hélène semble s'effondrer sous le poids de ses propres secrets. Elle ne va plus à l'école, prétextant une maladie, et passe ses journées à errer dans la maison murmurant pour elle-même. Les voisins commencent à remarquer son comportement étrange, mais personne n'ose intervenir. Daniel, lui, est déchiré entre l'amour qu'il ressent encore pour sa mère adoptive et la rage de découvrir qu'elle lui a caché une vérité si fondamentale. Il sait qu'une nouvelle confrontation est inévitable et que cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. La maison de Willow Street, autrefois un havre de paix, est maintenant un champ de ruines émotionnelles. Daniel et Hélène, liés par un amour qui s'effrite, se tiennent au bord d'un précipice. La vérité, qu'Hélène a gardée enfouie pendant si longtemps, est sur le point d'éclater et quand elle le fera, elle emportera tout sur son passage. Le 14 mars 2002, la maison de Willow Street semble figée dans le temps, comme si elle retenait son souffle avant l'inévitable. La neige a cessé de tomber, laissant un silence oppressant sur Burlington. Daniel, consumé par les révélations du carnet d'Hélène et par les paroles de Margaret à Cleveland, est à bout. Les mots d'Hélène, « J'étais là et je n'ai rien pu faire pour l'arrêter », résonnent dans son esprit comme une accusation. Il ne peut plus vivre dans l'incertitude, dans ce flou entre l'amour qu'il a toujours eu pour sa mère adoptive et la suspicion qu'elle pourrait être liée à la mort de Clara, sa mère biologique. Ce soir-là, il décide que tout doit être dit, quoi qu'il en coûte. Hélène est dans la cuisine, préparant un thé qu'elle ne boira pas, ses gestes mécaniques trahissant son agitation. Daniel entre, le carnet d'Hélène à la main, son regard durci par des semaines de doutes et de cauchemars. « On ne peut plus continuer comme ça », dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Hélène se retourne, ses yeux rougis par les larmes qu'elle a versées en secret. Elle semble savoir que ce moment était inévitable. « Daniel, je t'en supplie », commence-t-elle, mais il l'interrompt. « Non, plus de secrets, plus de mensonges. Dis-moi ce qui s'est passé avec Clara. Toute la vérité. » Hélène s'effondre sur une chaise, ses mains couvrant son visage comme pour se protéger de ses propres souvenirs. Après un long silence, elle commence à parler, sa voix brisée par l'émotion. « C'était en 1983, dans l'Ohio, » dit-elle. « Clara était mon amie la plus proche. Elle était brillante, pleine de vie, mais elle s'était perdue. Elle fréquentait des gens dangereux, des dealers, des hommes violents. Elle me disait qu'elle voulait s'en sortir pour toi, son bébé, mais elle avait peur. » Hélène s'arrête, ses mains tremblantes serrant la tasse vide. Daniel reste immobile, suspendu à chaque mot, sentant que la vérité qu'il a cherchée est sur le point de se dévoiler. « Une nuit, » continue Hélène, « Clara m'a appelé, paniquée. Elle disait qu'elle était en danger, qu'elle devait quitter la ville immédiatement. Elle m'a demandé de venir la chercher, dans une ruelle près de chez elle. J'y suis allé, Daniel, j'y suis allé. » Sa voix se brise et elle baisse les yeux comme si elle revivait la scène. « Quand je suis arrivé, elle était là, dans sa voiture, avec toi sur le siège arrière. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, un homme est apparu. Je ne l'avais jamais vu avant. Il était en colère, menaçant. Clara m'a crié de partir, de te protéger. J'ai voulu intervenir, mais tout est arrivé si vite. » Hélène sanglote maintenant, ses mots hachés par la douleur. Il y a eu un bruit, comme un choc. La voiture a dérapé, elle a heurté un mur. Quand je me suis approché, Clara, elle ne respirait plus. Daniel sent son monde vaciller. « Tu dis que c'était un accident ?» demande-t-il, sa voix rauque. Hélène secoue la tête. « La police a dit que c'était un accident, mais je ne l'ai jamais cru. Cet homme, il l'a poussé à ça. Il l'a tué, Daniel. Et je n'ai rien pu faire. » Daniel sent une vague de colère et de confusion l'envahir. « Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi m'avoir caché tout ça ?» Hélène lève les yeux, son regard implorant. « Parce que j'avais peur. Peur que tu me détestes. Peur que tu cherches cet homme. Peur que tu sois détruit par cette histoire. Je t'ai pris avec moi, Daniel. Je t'ai adopté pour te donner une vie meilleure, pour t'éloigner de tout ça. » Mais Daniel n'entend plus que les silences entre ses mots. Il repense à la lettre de Margaret, à ses cauchemars, au carnet d'Hélène où elle répète qu'elle ne voulait pas qu'il arrive malheur à Clara.
Une pensée insidieuse s'infiltre dans son esprit. Et si Hélène n'était pas juste une témoin impuissante? Et si elle savait qui était cet homme? Et si elle l'avait protégé? Ou pire, si elle avait joué un rôle dans ce qui s'était passé? Il pose la question presque sans réfléchir. Qui était cet homme, maman? Et pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Hélène tressaille, comme si la question l'avait frappée. Je ne savais pas qui il était, murmure-t-elle. Je te le jure, Daniel, je n'ai jamais su son nom. Mais Daniel ne la croit pas. Pas complètement. Il y a trop de contradictions, trop de silence. Il se lève, le carnet tombant au sol avec un bruit sourd. Tu mens, dit-il, sa voix tremblante de rage. Tu sais quelque chose, et tu refuses de me le dire. Toute ma vie, tu m'as fait croire que j'étais ton fils, mais tu m'as volé ma vraie mère. Hélène se lève à son tour désespérée. Daniel, non. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je t'aime. Mais ces mots se perdent dans l'air, incapables de combler le gouffre qui s'est ouvert entre eux. Daniel s'éloigne, la tête bourdonnante. Il monte dans sa chambre, incapable de supporter la présence d'Hélène. Il revoit les images de ses cauchemars. Clara courant, l'ombre menaçante, le cri. Et maintenant, il y superpose le visage d'Hélène, ses aveux, sa peur. Il ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut plus vivre dans cette maison, dans ce mensonge. Il griffonne dans son journal, les mots jaillissant comme un cri. Elle était là, elle savait, elle a laissé Clara mourir. La colère, la douleur, la confusion s'entremêlent, formant un nœud qu'il ne peut défaire. Pendant ce temps, Hélène reste dans la cuisine effondrée. Elle sait que la vérité, ou du moins la version qu'elle a donnée, n'a pas apaisé Daniel. Elle sait aussi que ce qu'elle n'a pas dit, les détails qu'elle a gardés pour elle, par peur ou par honte, risquent de tout détruire. Elle regarde le couteau de cuisine posé sur le comptoir, un outil banal devenu soudain menaçant dans l'atmosphère chargée de la maison. Elle murmure pour elle-même « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça ». Mais elle sait, au fond d'elle, que le pire est encore à venir. La nuit du 14 mars 2002 marque un point de non-retour. Daniel, déchiré entre l'amour et la trahison, est sur le point de prendre une décision qui changera tout. Et Hélène, prisonnière de son propre passé, sent que le secret qu'elle a porté pendant 19 ans est sur le point d'exploser, emportant avec lui la seule famille qu'elle ait jamais connue. La nuit du 14 mars 2002 s'étire dans la maison de Willow Street, chaque seconde alourdie par une tension qui semble vibrer dans les murs. Daniel, enfermé dans sa chambre, est assis sur son lit, le carnet d'Hélène ouvert à ses côtés, ses pages froissées par la rage et la douleur. Les mots qu'il a lus, les aveux d'Hélène, qu'elle était présente la nuit où Clara est morte, qu'elle n'a rien pu faire, tournent en boucle dans son esprit, se mêlant aux images floues de ses cauchemars. Il ne sait plus où commence la vérité et où s'arrête le mensonge. Tout ce qu'il sait, c'est que la femme qu'il a appelée maman pendant 19 ans lui a caché une vérité si fondamentale qu'elle a ébranlé son identité même. La colère, la trahison et une tristesse insondable s'entrelacent, formant un nœud qu'il ne peut plus supporter. En bas, Hélène est toujours dans la cuisine, immobile devant le comptoir, les yeux fixés sur le couteau qu'elle n'a pas rangé. Ses mains tremblent, non pas de peur mais d'un désespoir si profond qu'il semble la consumer. Elle revoit la nuit de 1983, la ruelle sombre, le visage terrifié de Clara, le cri qui a déchiré l'air. Elle revoit l'homme, celui qu'elle n'a jamais nommé à Daniel, celui dont elle a juré de ne jamais parler. Elle sait que Daniel est à deux doigts de tout découvrir, et elle sait aussi que, si cela arrive, il ne la verra plus jamais comme sa mère. Elle murmure pour elle-même « Je ne peux pas le perdre ». Mais au fond, elle craint que ce soit déjà trop tard. Daniel, incapable de rester immobile, descend l'escalier, ses pas lourds résonnant dans le silence. Il ne sait pas exactement ce qu'il va dire ou faire, mais il sait qu'il ne peut plus vivre dans cette maison sans réponse. Quand il entre dans la cuisine, il trouve Hélène debout, le visage baigné de larmes. Elle semble si fragile, si différente de la femme forte et rassurante qu'il a connue toute sa vie. Mais cette vulnérabilité ne fait qu'attiser sa colère. « Dis-moi tout », lâche-t-il, sa voix rauque. Qui était cet homme? Pourquoi tu le protèges? Était-ce vraiment un accident? Ou est-ce que tu as quelque chose à voir avec la mort de Clara? Hélène tressaille, comme si chaque mot était un coup. Daniel, arrête, supplie-t-elle. Tu ne comprends pas ce que tu demandes. Mais Daniel est au-delà de la raison. Il s'approche, sa voix montant. Je mérite la vérité. Toute ma vie, tu m'as menti.
Tu m'as fait croire que j'étais ton fils, mais tu m'as volé ma mère, ma vraie mère. » Ces mots frappent Hélène comme une lame. Elle secoue la tête, désespérée. « Je ne t'ai pas volé, Daniel. Je t'ai sauvé. Clara, elle ne pouvait pas te protéger. Elle était en danger. Et toi aussi. J'ai fait ce que j'ai fait pour te donner une chance. » Mais Daniel n'entend plus. Il voit le couteau sur le comptoir, un objet ordinaire devenu soudain le symbole de tout ce qui s'est brisé entre eux. Il le prend, non pas avec l'intention de l'utiliser, mais comme un geste de défi, une façon de forcer Hélène à parler. « Dis-moi qui il était, » répète-t-il, sa voix tremblante de rage. « Dis-moi pourquoi tu as laissé Clara mourir. » Hélène recule, les yeux écarquillés, mais elle ne fuit pas. Au lieu de cela, elle s'effondre à nouveau sur la chaise, ses sanglots secouant son corps. « C'était Richard, » murmure-t-elle enfin, si bas que Daniel doit tendre l'oreille pour entendre. Richard Kane, un homme que Clara fréquentait. Il était violent, possessif. Il l'a tué, Daniel. Pas avec ses mains, mais il l'a poussé à la mort. Et j'étais là et je n'ai rien pu faire. Ce nom, Richard Kane, frappe Daniel comme un éclair. Il ne l'a jamais entendu auparavant, mais il sent que c'est la pièce manquante du puzzle. « Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé ?» demande-t-il, le couteau toujours dans sa main, ses jointures blanchissant autour du manche. Hélène lève les yeux, son regard hanté. « Parce qu'il m'a menacé. Il savait que j'étais là, dans la ruelle. Il m'a dit que si je parlais, il viendrait pour toi. Tu n'avais que 6 mois, Daniel. Je ne pouvais pas prendre ce risque. » Elle s'arrête, sa voix se brisant. « J'ai choisi de te protéger. J'ai choisi de t'aimer. » Mais pour Daniel, ces mots sonnent comme une trahison. Il imagine Clara seule, terrifiée, poursuivie par cet homme, et Hélène témoin impuissant ou peut-être complice. Il ne sait plus quoi croire. La colère, alimentée par des mois de doutes, de cauchemars et de secrets, explose. « Tu l'as laissé s'en tirer !» crie-t-il, brandissant le couteau sans même s'en rendre compte. « Tu as laissé l'assassin de ma mère vivre, et tu m'as menti toute ma vie. » Hélène se lève, tendant les mains vers lui, suppliante. « Daniel, non, écoute-moi, je t'aime. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. » Mais ces mots ne l'atteignent plus. Dans un moment de fureur aveugle, Daniel s'avance, le couteau levé. Il ne veut pas la blesser. Il veut juste qu'elle ressente la douleur qu'il porte, qu'elle comprenne ce qu'elle lui a infligé. Mais tout se passe si vite. Hélène recule, trébuche, et dans un instant de chaos, le couteau s'enfonce. Un cri déchire l'air, celui d'Hélène, suivi du hurlement de Daniel lorsqu'il réalise ce qu'il vient de faire. Elle s'effondre, une tache rouge s'étendant sur sa chemise, ses yeux fixant Daniel avec un mélange de choc et d'amour brisé. « Daniel » murmure-t-elle, avant de perdre conscience. Daniel lâche le couteau, ses mains tremblant violemment. Il tombe à genoux, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. La cuisine, autrefois le cœur chaleureux de leur foyer, est maintenant une scène de cauchemar. Il appelle le 911, sa voix brisée par la panique, mais il sait déjà que rien ne sera plus jamais comme avant. Les sirènes hurlent au loin, mais pour Daniel, le monde s'est arrêté. Il regarde Hélène, immobile sur le sol, et les mots de son carnet résonnent dans sa tête. Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. La vérité qu'il a si désespérément cherchée l'a conduit à cet instant, et il ne peut plus revenir en arrière. Les sirènes hurlent dans la nuit du 14 mars 2002, déchirant le silence de Willow Street. Les lumières rouges et bleues des ambulances et des voitures de police baignent la maison des Harper dans une lueur irréelle, transformant ce qui était autrefois un foyer chaleureux en une scène de crime. Daniel est agenouillé sur le sol de la cuisine, ses mains couvertes de sang, le couteau abandonné à ses côtés. Hélène gît immobile, son souffle faible, presque imperceptible. Les secouristes font irruption, repoussant Daniel tandis qu'il tente de stabiliser Hélène. Il les regarde, hébété, incapable de comprendre comment un instant de colère a pu mener à cette horreur. Les mots d'Hélène, « Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi », résonnent dans sa tête, mêlés à la culpabilité et à la panique qui menacent de l'engloutir. Les heures qui suivent sont un tourbillon. Hélène est transportée d'urgence à l'hôpital, où elle est placée en soins intensifs. Daniel est menotté et emmené au poste de police de Burlington, son esprit engourdi par le choc. Les officiers, des hommes et des femmes qui connaissaient Hélène comme l'enseignante bien-aimée de l'école élémentaire, le regardent avec un mélange de dégoût et de confusion. « Pourquoi ?» demande un policier. Son ton sec. Mais Daniel ne répond pas. Il ne peut pas. Les mots lui manquent. Et la vérité qui l'a poursuivi si obstinément semble maintenant le narguer, glissante et hors de portée.
Au poste, Daniel est interrogé pendant des heures. Il raconte tout. Les cauchemars, la boîte dans le grenier, la lettre de Margaret, le voyage à Cleveland, les confessions d'Hélène. Il parle de Clara, de l'accident qui n'en était peut-être pas un, de Richard Kane, l'homme qu'Hélène a accusé d'avoir poussé Clara à la mort. Les officiers prennent des notes, mais leurs visages restent impassibles. « Tu dis qu'elle t'a menti toute ta vie, » dit l'un d'eux, un homme grisonnant nommé inspecteur Reynolds. « Et ça t'a mis tellement en colère que tu l'as poignardé ?» Daniel secoue la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Ce n'était pas... Je ne voulais pas la blesser. Je voulais juste la vérité. » Mais même à ses propres oreilles, ces mots sonnent creux. Pendant ce temps, à l'hôpital, Hélène lutte pour sa vie. Les médecins travaillent sans relâche, mais la blessure est grave et son état est critique. Dans ses rares moments de conscience, elle murmure le nom de Daniel, ses pensées embrouillées par la douleur et les médicaments. Une infirmière, émue par la tragédie, note qu'Hélène semble porter un poids immense comme si elle voulait dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais Hélène ne parle pas, et les machines autour d'elle continuent de biper, marquant le temps qui s'écoule inexorablement. Au poste, l'enquête prend une tournure inattendue. Inspecteur Reynolds, intrigué par l'histoire de Daniel, décide de creuser dans le passé d'Hélène et de Clara. Il contacte les autorités de l'Ohio, demandant des dossiers sur l'accident de 1983. Ce qu'il découvre est troublant. Le rapport officiel classe la mort de Clara comme un accident, une perte de contrôle sur une route glissante. Mais il y a des incohérences. Des témoins avaient signalé une seconde voiture poursuivant celle de Clara, mais l'information n'a jamais été approfondie. Le nom de Richard Kane apparaît dans un vieux rapport de police, lié à des activités criminelles dans la région, mais il n'a jamais été interrogé pour la mort de Clara. Quant à Hélène, son nom figure dans un témoignage marginal, où elle est décrite comme une amie présente sur les lieux après l'accident. Daniel, toujours au poste, est informé que l'enquête sur Clara va être rouverte. Mais cela ne lui apporte aucun réconfort. Il ne peut penser qu'à Hélène, à son visage lorsqu'elle s'est effondrée, à la manière dont elle l'a regardé, même dans cet instant de chaos, avec un amour qu'il ne comprend plus. Il se demande si elle survivra, et si elle le fera, pourra-t-il jamais la regarder dans les yeux à nouveau? La culpabilité le ronge, mêlée à une colère persistante. Il veut croire qu'Hélène a agi par amour, mais les mots de son carnet « Je ne voulais pas qu'il arrive malheur à Clara » continuent de le hanter. Et si elle avait fait plus que regarder? Et si elle avait eu un rôle dans la mort de Clara, même involontaire? Les jours suivants, Burlington est secoué par la nouvelle. Les voisins, les collègues d'Hélène, les parents d'élèves, tous sont sous le choc. Comment Daniel, ce garçon calme et discret, a-t-il pu faire une chose pareille? Et pourquoi? Les rumeurs commencent à circuler, alimentées par des bribes d'informations fuitées de l'enquête. Certains parlent d'un secret de famille, d'autres d'un passé sombre qu'Hélène aurait caché. Mais personne ne connaît toute l'histoire, et Daniel lui-même n'est pas sûr de la comprendre. À l'hôpital, Hélène reste dans le coma, son état inchangé. Daniel, libéré sous caution mais placé sous surveillance, retourne à la maison de Willow Street, désormais scellée par la police. Il dort chez un ami mais il ne trouve pas le repos. Ses cauchemars sont plus vifs que jamais, et maintenant, il ne montre plus seulement Clara. Il voit Hélène, étendue sur le sol de la cuisine, son sang se répandant autour d'elle. Il se réveille en criant, incapable de chasser l'image de ce qu'il a fait. Il commence à écrire une lettre à Hélène, des mots qu'il ne sait pas s'il aura un jour le courage de lui dire. « Je ne voulais pas te faire de mal, je voulais juste savoir qui j'étais. » Pendant ce temps, l'inspecteur Reynolds découvre un nouvel indice, une vieille photo, trouvée dans les archives de l'Ohio, montrant Hélène et Clara ensemble, riant, quelques mois avant l'accident. À l'arrière-plan, un homme, flou mais reconnaissable, grâce à un rapport de police, Richard Kane. Cette photo soulève une question cruciale. Hélène connaissait-elle Kane mieux qu'elle ne l'a admis? Était-elle plus impliquée qu'elle ne l'a dit à Daniel? Reynolds décide de rouvrir une enquête parallèle sur Kane, mais il sait que le temps presse. Si Hélène ne survit pas, la vérité risque de mourir avec elle. La maison de Willow Street, vide et silencieuse, semble attendre. Les réponses que Daniel a cherchées sont là, quelque part dans les ombres du passé d'Hélène, dans les secrets de Clara, dans la vie qu'il n'a jamais connue. Mais à quel prix? La vérité, qu'il a poursuivie avec tant de ferveur, l'a conduit à détruire la seule famille qu'il ait jamais eue. Et maintenant, il doit vivre avec les conséquences, alors que le destin d'Hélène reste incertain, suspendu entre la vie et la mort. Le printemps 2002 arrive timidement à Burlington,
Mais pour Daniel Harper, il n'y a ni renouveau, ni lumière. La maison de Willow Street, autrefois un symbole de stabilité, est maintenant un mausolée de souvenirs brisés, scellé par des rubans de police. Hélène, toujours dans le coma à l'hôpital, oscille entre la vie et la mort. Chaque bip du moniteur cardiaque un rappel cruel de l'instant où tout a basculé. Daniel, libéré sous caution mais enchaîné par la culpabilité, erre dans un monde qui ne lui semble plus réel. La vérité qu'il a poursuivie avec tant d'acharnement, sur Clara, sur Hélène, sur Richard Kane, l'a conduit à un acte qu'il ne peut défaire. Et pourtant, même maintenant, les pièces du puzzle restent incomplètes, suspendues dans une brume de secrets que personne ne semble prêt à pleinement révéler. L'enquête sur la mort de Clara, rouverte grâce aux révélations de Daniel, progresse lentement. L'inspecteur Reynolds découvre des traces de Richard Kane, un homme lié à des activités criminelles dans l'Ohio des années 1980, mais il a disparu depuis longtemps, englouti par les ombres d'un passé que personne ne veut exhumer. Les dossiers de police, vieux de près de 20 ans, sont incomplets, et les témoins de l'époque sont soit introuvables, soit réticents à parler. Margaret Evans, contactée à nouveau, refuse de coopérer davantage, murmurant seulement qu'elle a déjà trop dit. La vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là, dans la ruelle où Clara est morte, reste hors de portée, comme un fantôme que l'on ne peut saisir. Pour Daniel, cette incertitude est une torture, et il rejoue sans cesse la nuit du 14 mars, le moment où sa colère a pris le dessus, où le couteau est devenu une extension de sa douleur. Il se demande s'il aurait agi différemment s'il avait su toute la vérité, si Hélène avait été honnête dès le début. Était-elle une complice silencieuse protégeant un meurtrier pour des raisons qu'elle n'a jamais révélées? Ou était-elle, comme elle l'a toujours affirmé, une femme désespérée essayant de sauver un enfant d'un passé toxique? Ces questions le hantent, et il sait qu'il pourrait ne jamais avoir de réponse. La lettre qu'il a écrite à Hélène, toujours inachevée, repose sur une table chez son ami, un cri muet qu'il n'a pas le courage de livrer. Cette histoire, celle de Daniel et d'Hélène, n'est pas seulement celle d'un crime. C'est une plongée dans les abysses de l'esprit humain, où l'amour et la trahison, la vérité et le mensonge s'entrelacent jusqu'à devenir indistinguables. Elle nous force à nous demander jusqu'où irions-nous pour protéger ceux que nous aimons? Et que se passe-t-il quand la quête de vérité devient une arme, détruisant tout ce que nous chérissons? Daniel a cherché à comprendre qui il était, mais ce qu'il a trouvé l'a brisé, le laissant face à une question insoutenable. Peut-on jamais pardonner, ou se pardonner quand la vérité a un prix si élevé? Vous qui avez suivi ce voyage jusqu'au bout, faites partie d'un groupe rare. Ceux qui osent regarder dans l'obscurité, qui n'ont pas peur de plonger dans les mystères que la plupart préfèrent ignorer. Merci d'avoir eu le courage de rester, d'avoir affronté cette histoire qui révèle la fragilité de la famille, la complexité de l'amour et la douleur d'une vérité trop lourde à porter. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à ce que nous cachons, même à ceux que nous aimons le plus, laissez un commentaire avec cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, vous devenez une voix dans une communauté de chercheurs de vérité, ceux qui osent poser les questions que personne d'autre ne veut affronter. Partagez cette vidéo avec d'autres, car des histoires comme celle-ci doivent être entendues. Elles nous rappellent que derrière chaque porte close, chaque sourire familier, se cachent des vérités qui peuvent bouleverser notre monde. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette quête, pour devenir un explorateur des ombres, un gardien des récits que l'on n'ose pas raconter. Chaque abonnement est un pas de plus dans ce tunnel sombre, où chaque nouvelle vidéo éclaire un coin de l'inexplicable. Continuez à regarder, à questionner, à chercher, car dans l'obscurité, c'est là que se trouvent les réponses qui changent tout.